Ça arrive aussi qu'on ait la preuve que dans les registres immatricules, il y a des erreurs. Parce qu'on a souvent la transcription de l'acte de décès rédigé par le lieutenant des détails du régiment. Et quand il y a l'acte de décès du lieutenant des détails, là, quand même, on sait, on est sûr. Et puis en plus, on le connaît. C'est du désert, par exemple. C'est, comment il s'appelle, celui que nous avons toujours là. On les revoit tout le temps, là, nos lieutenants des détails, là. On se dit, tiens, voilà, c'est lui. Et on sait qu'ils sont très réglo, qu'ils font les choses très bien, et on est sûr d'eux. Voilà. Alors après avoir parlé dans les précédents exposés du front, des soldats au front, nous allons parler des Gersois et plus spécialement des Gersoises. Nous allons parler des marraines de guerre. Vous le savez déjà, mais je le reprends, les femmes françaises devenues chefs de famille avec le départ des hommes se considèrent elles aussi comme mobilisées. L'union sacrée, acceptée par tous dès le début des hostilités, n'écarte personne lorsqu'il s'agit de participer à la défense de la patrie. Il ne doit y avoir ni distinction de sexe, d'âge, de conditions sociales ou d'éloignement ou pas du front, quand il s'agit donc de défendre la patrie. On vit même des femmes adresser des demandes d'engagement ou de participation au service auxiliaire des armées, mais les autorités militaires apposent un refus total. Celles qui ne sont pas d'origine paysanne et en charge de l'exploitation, ou d'origine ouvrière, qui ont été associées très vite aux travaux dans les usines ou dans les administrations, ces femmes-là, ces autres femmes, peuvent apporter un soutien plus direct à l'armée, comme être infirmière, marraine de guerre, comédienne, il y aura des théâtres aux armées, voire même espionne. Voyons cette mobilisation des femmes, par exemple à Lectoure. Début août, nous dit la presse, les dames se sont réunies pour mettre en place la Société de la Croix-Rouge. Et on lit, la Société de secours aux blessés, la Croix-Rouge, s'est réunie le 6 août dans la salle de l'hospice de Lectoure sous la présidence du général Massénet en vue de l'organisation définitive du comité. Une soixantaine de dames et jeunes filles ont donné leur adhésion, soit pour soigner les blessés, soit pour travailler en commun. Et le comité constitué, etc., ont fait appel au concours et à la générosité de tous. 2 ouvroirs sont immédiatement constitués, l'un à Lectoure et l'autre dans le canton. Parmi les diverses œuvres mises en place durant la guerre, nous allons étudier une intéressante initiative créée par les femmes, par des femmes, conduites par elles tout au long de la guerre, les marraines de guerre. À l'origine, on part d'un constat. Il faut répondre à une question et à la situation d'abandon moral dans lequel sont laissés certains soldats. L'émotion touche la France entière lorsqu'on se rend compte de l'état de détresse des militaires originaires du Nord et de l'Est, envahis par l'ennemi, et qui sont sans nouvelles de leurs familles qui sont dispersées dans le territoire. Cela touche aussi les soldats belges, dont on se plaît à souligner l'héroïsme. Dès octobre, un service de correspondance belge se met en place. Il est tenu exclusivement par des femmes. Et par ailleurs, la guerre dure. C'est l'ensemble des combattants dont on imagine la lassitude qu'il faut soutenir.
Rien n'avait été prévu pour ce faire. Certes, des maîtresses d'école prennent ici ou là l'initiative de faire écrire des lettres par leurs élèves aux soldats de la commune sans famille. Et à l'approche des fêtes, particulièrement difficiles pour les hommes du front, elles organisent l'envoi de vêtements chauds, d'écharpes ou de petits cadeaux. Alors que s'est mise en place, dès le début de la guerre, l'aide aux blessés, ils furent 600 000 au début de la guerre, et il y eut 100 000 anges blancs, comme on les a appelés, ces femmes dévouées aux soins infirmiers. Eh bien, alors que les infirmières sont en place, rien n'est fait pour le soutien des soldats. C'est le 11 janvier 1915 que se crée sous forme d'association et sous le titre « Famille de soldats » la première œuvre destinée à venir en aide aux combattants. Elle a été fondée par mademoiselle Marguerite de Lens et mademoiselle de Visme, parrainée par des personnalités de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, sous la bannière de l'union sacrée, du nationalisme et de la religion. D'inspiration catholique, dirigée par des dames patronesses soucieuses de morale et de patriotisme, il s'agit d'écrire, d'échanger, de remonter le moral, de rendre de menus services en envoyant par exemple des colis. Le mot marraine, d'inspiration religieuse, répond à celui de filleul, lui aussi d'inspiration religieuse, et il s'agit de relations qui touchent l'esprit, comme entre frères et sœurs. Presque au même moment, une autre association voit le jour, appelée Mon Soldat, fondée par Madame Philippe Bérard et soutenue par Alexandre Millerand, ministre de la Guerre. Elle dispose d'une maison, un hôtel particulier à Paris, mis à disposition, et il s'agit, pour ces deux associations, de soutenir le moral des soldats, et immédiatement, les journaux, comme l'Écho de Paris ou le Figaro, qui sont très lustres, mettent à la disposition de ces associations. Ils encouragent les initiatives et les font connaître et servent d'intermédiaires entre les associations et les femmes désireuses de venir en aide comme marraines aux soldats. Et comme il faut de l'argent, ils relaient les appels aux dons. Plusieurs articles vont en ce sens dans le Figaro de mai-juin 1915, et on lit « Bonne chance, mon soldat », c'est l'association Mon Soldat, ce qui équivaut à dire « Bonne chance à nos soldats », conclut le journaliste du Figaro du 19 juin 1915. Le succès est immédiat et fulgurant. Des milliers de femmes volontaires répondent et s'engagent. Par la suite, en 1917, Madame Jacquemère Clémenceau, soutenue par son père, Georges Clémenceau, et par le journal L'Homme enchaîné, fédère les diverses associations et qui prend le nom de marraine de guerre. On fait appel aux inspecteurs d'académie pour solliciter les élèves et leurs maîtresses. L'œuvre a acquis un statut quasi officiel. Que doivent être ces échanges? La marraine envoie à son poilu des lettres pour le distraire. Elle y raconte son quotidien, l'encourage, l'exhorte à la bravoure et salue la dette éternelle de la population envers les courageux soldats. Mais elle pourvoit aussi aux besoins matériels du soldat par l'envoi de colis contenant de la nourriture, du tabac, des vêtements. Elle fait passer du courrier aux familles, aux amis. Le soldat, lui, envoie en retour de petits objets souvenirs, des cartes postales des villes traversées ou dévastées, des dessins ou des fleurs cueillies non loin du front. L'inquiétude est grande lorsqu'il y a un retard dans l'arrivée des lettres. Au contraire, soulagement quand le retard est dû à un mouvement de troupes. En 1916, l'autorité militaire autorise les filleuls à rencontrer leur marraine à l'occasion de permissions. La marraine prodigue alors un accueil chaleureux,
fait visiter la ville. C'est le moment de vérité pour le filleul et la marraine, où se révèle la personnalité de chacun. Il y a des déceptions, mais le plus souvent, le soldat repart avec un meilleur moral. L'évolution de l'œuvre, dérive et critique. Très vite, les marraines échappent au contrôle de la fondatrice ou des fondatrices, des familles, des autorités militaires, à telle enseigne que l'armée s'en est défiée et que les moralistes les ont traînés dans la boue. La raison, eh bien, elles sont victimes de leur succès et l'on assiste à un glissement du patriotisme vers le sentimental. Photo 6. Au début, la plupart des journaux prennent le relais et publient des milliers de petites annonces. Le marché est juteux pour les quotidiens. Et puis les petites annonces quittent les pages des journaux sérieux pour celles des revues coquines, comme Fantasio, qui invente le 1er mai l'œuvre du flirt sur le front. Ce bimensuel illustré se propose de servir d'intermédiaire entre les deux sexes. En août, il se targue d'avoir accordé 6000 marraines à des soldats. À la fin de l'année submergée, il renonce. Le flambeau est repris par la revue grivoise La Vie parisienne. Elle ouvre ses colonnes aux petites annonces des soldats, des pages entières parfois sans équivoque. Il se transforme en flirt épistolaire, en relation sentimentale entre un jeune homme et une jeune femme. Ce n'était pas prévu au départ. Le fantasme de la marraine légère court dans les tranchées. Bon repas, bon gîte et le reste, dit-on, d'autant qu'à partir de 1916, je vous l'ai dit, les soldats peuvent rejoindre leur marraine lors des permissions. Certains soldats collectionnent, c'est un petit jeu dont on se vante entre copains à l'étranger, les marraines. Ainsi, on a davantage de friandises, de chocolat, de tabac, de possibilités d'évasion. La bonne société s'offusque, les autorités s'inquiètent, les excès ne sont pas du goût des ligues de vertu, des catholiques à l'initiative de cette fondation. On critique les femmes aux mœurs légères, les théâtres, les chansonniers, les caricaturistes s'en emparent et n'épargnent pas certaines marraines. Pour les pères à la pudeur, elles deviennent un péril social, un scandale. On les moque, on les critique dans les journaux humoristiques, dans les pièces de boulevard. L'une des plus célèbres pièces s'intitule « Nénette à un filleul ». Elle met en scène une femme frivole qui se réjouit de la venue de son filleul en perme avant qu'elle découvre qu'il s'agit d'un curé. L'armée n'apprécie guère et surveille les lettres, c'est la 8. Certains officiers, relayés par le journal d'Intransigeant, affirment que les annonces pornographiques auraient été la cause de l'échec de l'offensive du chemin des dames, que des espions allemands se glisseraient derrière les marraines. On a la preuve qu'à partir de la Suisse, des officiers allemands écrivent aux soldats et tentent d'obtenir des renseignements. Certains militaires voudraient interdire les marraines de guerre, mais elles sont soutenues par les politiques et pour les soldats, elles sont populaires et nécessaires pour le moral. Bientôt le Figaro prend ses distances par rapport aux dérives, suite à une demande ainsi libellée. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez me mettre en rapport avec une correspondante sentimentale. Le journal répond le 15 février 17 qu'il ne donnera pas suite et conclut en un mot, l'idylle n'est pas notre affaire. Néanmoins, critique, désenchantement, abus, longueur de la guerre amènent lassitude et démotivation des marraines. Dès la fin de 1916, on assiste à un déclin de cette initiative, à une crise de vocation. Beaucoup de filleuls ne reçoivent plus de réponse. L'œuvre des marraines de guerre va pourtant se maintenir toute la durée du conflit. Qui sont ces marraines? Eh bien, ce sont des institutrices, en partie, qui se révèlent des marraines très actives. Elles connaissent l'art de l'écriture, des lettres, et font adopter des filleuls par leurs élèves. Mais ce sont surtout des femmes de la société, comme on disait à cette époque, et nous allons le voir à Lectoure et dans le Gers. Photo 9. Nous avons consulté un ensemble de lettres et de cartes postales
plusieurs centaines, écrites en 1915 et 1917, reçues par une marraine de guerre, Madame Donneau-de-Vie, infirmière à l'hôpital de Lectoure. Ces documents ont été déposés par la famille aux archives départementales et très bien classés. Il s'agit de correspondances envoyées par les soldats. Ainsi, aucun écrit n'émane de la marraine, donc uniquement des lettres de soldats. Mais on sait qu'elle écrivait beaucoup, beaucoup. Dans sa famille, on reconnaît que si Nadie Donneau-de-Vie, c'est son prénom, Nadie, lisait peu, en revanche, elle entretenait une correspondance abondante avec d'innombrables amis, avec quelle joie on voyait arriver ses petites lettres et ses cartes postales. Elle avait aussi regroupé sur des petits carnets, il y en a une 7 ou 8, les adresses des soldats passés par l'hôpital de Lectoure, et il en est passé 1791 blessés. Je suppose qu'elle devait leur demander des nouvelles, leur prodiguer des encouragements, elle adressait des vœux au début de l'année, envoyait des colis, rendait des services. Toutes les lettres sont adressées à Madame Donneau-de-Vie, mais indirectement, nous apprenons les noms d'autres femmes qui participaient aussi à ces écrits, Mademoiselle Lasserre, Mademoiselle Lacapelle. Ces personnes étaient aussi infirmières à l'hôpital, elles avaient gardé des relations avec leurs anciens blessés, qui en rééducation ou revenus au front, remerciaient, demandent de les adopter comme fillettes. Madame Donneau-de-Vie cumule plusieurs fonctions au début de la guerre. Elle est vice-présidente, puis présidente de la Croix-Rouge. Elle est en charge de l'accueil des réfugiés, belges ou du nord de la France. Infirmière, elle joue un rôle de premier plan auprès des blessés de l'hôpital numéro 64 bis de Lectoure. Elle est propriétaire terrienne et accompagne la domesticité qui est mobilisée pendant la guerre. Et de ce fait, elle reçoit plusieurs types de correspondances de soldats qui ont été soignés à Lectoure, de soldats enfants de sa domesticité, de réfugiés revenus chez elle. Comment l'appelait-on? Eh bien, permettez, dit un certain Gauthier, 1915, permettez que je vous appelle ma reine. Ma chère bienfaitrice, nous tenons ferme dans les tranchées, signe un diable bleu. Votre petit ami l'Algérien, votre neveu de guerre, Madame de l'Eau-de-Vie, parce qu'on ne savait pas tout écrire. Les sujets évoqués. Mais d'abord, que demandent les soldats? Recevoir des lettres. La seule destruction, je cite, la seule distraction du poilu, recevoir la correspondance du pays. Depuis le début de ce terrible fléau, je n'ai pas de nouvelles de mes parents, c'est bien malheureux, signé Henri Meyer. Quel réconfort quand je reçois votre courrier. Même une seule carte peut remplacer ma mère. J'ai été du 10 octobre au 4/11 à l'hospice Lectoure, à la salle Sainte-Marie. Je suis à Lorient, je viens d'avoir un accident de voiture. Écrivez-moi. À mon retour de Perm, double plaisir, celui de répondre et d'entrer en relation avec ma marraine, dont vous me faites tant au physique qu'au moral un si profond et agréable portrait. Quel long silence vous aurais-je froissé. Aussi, chère marraine, je vous en conjure, répondez à votre filleule qui est plongée dans un grand désespoir du fait d'un repli sur soi. Ma femme, toujours en bonne santé. Il faut chasser le cafard, que la paix tant désirée arrive. Autre sujet, désir de partager un moment douloureux, de donner des nouvelles du front, violent bombardement dans les tranchées, février 16, nous conservons courage, nous avons perdu un peu le moral, alors surtout en 18, le moral est très bas. Nous attendons, non sans peur, le moment des attaques, espérons que nous aurons la chance de tenir comme depuis 4 ans. On ne peut pas faire ces Pâques, le canon gronde sans arrêt, on craint de partir, les troupes américaines arrivent, et je suis au front depuis 8 jours, j'espère donc prendre une petite blessure pour revenir à Lectoure. Le 17 juillet, ma compagnie est attaquée, l'attaque a bien réussi, mais ils ont contre-attaqué en force. 2 heures après, nous reculions, après des combats à la grenade. Nos pertes sont sérieuses, 64 camarades sont tombés, je ne sais comment je m'en suis tiré, Dieu m'a protégé. Désir aussi de recevoir des cadeaux, un portefeuille pour garder les lettres que je montrerai à mes parents, me faire faire une paire de sabots, m'envoyer un passe-montagne, une paire de pantoufles, pointure 28,
de la famille d'un blessé à l'infirmière, de la famille. Gardez-le le plus longtemps possible. Envoyez-moi du tabac, le foie gras était délicieux, merci du colis, du mandat, des clous pour mes sabots, paires de chaussettes. En 19, les lettres sont moins nombreuses, une vingtaine, et les soldats parlent de leur arrivée à Metz. C'est encore Boche quand même. L'arrivée à Ypres, 6 nuits et 6 jours pour parvenir dans ce qui est une ville dans un état inimaginable. En Allemagne, on est logé dans une famille allemande, traité comme des rois. J'ai fait 120 km en bateau sur le Rhin. Encore, à Lectoure, vous devez avoir toujours beaucoup de nègres. C'était les Sénégalais. Voilà. Ma famille parle de Madame Tonneau-de-Vie qui représente à leurs yeux la deuxième maman qui remplace celle qui ne peut suivre le fils parti. Qui était Madame Tonneau-de-Vie? Elle appartenait à une famille de la vieille bourgeoisie lectouroise, la famille d'Escams, qui tenait une place de premier plan depuis le XVIIIe siècle dans la ville. Son père, Albert d'Escams, a été maire de Lectoure, conseiller général et député. Républicain progressiste, il installe le parti républicain dans la circonscription de Lectoure. Par sa grand-mère maternelle, il descendait du célèbre docteur Dufour, et elle est elle-même la fille d'un notaire de Condom, décédé très jeune. Elle reçoit à sa naissance plusieurs prénoms, Françoise, Eudoxie, Nadie, Martine, mais pour la famille et les intimes, on retiendra toujours celui de Nadie. Albert d'Escams, député maire, avait des idées très personnelles en matière d'éducation. Il voulait faire de sa fille unique une femme accomplie et lui éviter un couvent de religieuses. Elle est de ce fait élevée à la maison, n'a jamais fréquenté l'école, mais avait en permanence auprès d'elle une institutrice et une dame de compagnie. Elle apprend ce qu'une femme du monde de cette époque doit savoir: jouer au piano, broder, dessiner, tenir la maison, mais aussi faire la cuisine, confectionner des robes, discuter en patois, gascon, avec des métayers, monter à cheval, nager, apprendre les secours, les gestes d'une infirmière. Sa jeunesse se déroula dans l'hôtel particulier de la rue principale à Lectoure, entrecoupé de séjours à Condom, où se trouve sa grand-mère maternelle, et de voyages à Paris, où elle accompagne son père, député. Elle en profite, accompagnée par sa dame de compagnie, pour suivre les cours au Gobelin, ce qui lui permit plus tard de réparer les tapisseries et les sièges de son hôtel particulier. Le grand-père, l'arrière-grand-père était député à la Convention, il était régicide, et il paraît que dans la maison, il y avait une tapisserie de Gobelin avec le roi David. Alors, comme on avait découpé la tête du roi de France, on a découpé aussi, paraît-il, la tête du roi David. Mais enfin, ce sont les méchants qui disent ça. Nadie était devenu un des plus beaux partis de la région. Physique avantageux, vous le voyez, éducation moderne, fortune, tant du côté des Descams que de sa mère, avec espoir de nombreux héritages. Et pourtant, à 25 ans passés, elle n'était pas mariée. Les opinions progressistes du père, un amour contrarié, un soupirant qui ne plaisait pas au père. Le fait est qu'elle avait coiffé Sainte-Catherine. Mais alors, André Tonneau-de-Vie, d'une famille de magistrats genêts, originaire de Rignac près de Ligarde, peu fortuné, il avait fait, cet André Tonneau-de-Vie, plusieurs demandes en mariage. Il avait la faveur de la jeune fille, mais son père s'y opposait. Il aurait, paraît-il, collaboré au journal royaliste Le Soleil, inconcevable pour un républicain petit-fils d'un conventionnel. Mais la jeune fille était devenue majeure, et Le Soleil était un journal plus modéré que les autres, orléanistes et libéral. Pour preuve, ce journal prendra en 1899 la défense du capitaine Dreyfus, aux grandes dames des abonnés qui passeront de 40 000 à 25 000. Le père ne peut plus alors refuser la demande en mariage qui sera célébrée à Lectoure, d'autant que le mari abandonne toute activité professionnelle et va vivre sur les rentes de la famille. Le principal travail du jeune couple consiste à gérer chacun de son côté les différents domaines et héritages. Ils ont
cuisinière, cocher, valet de chambre, femme de chambre, etc., etc. Nadie notait sur des carnets les récoltes, les recettes et les dépenses des différentes propriétés. On vivait aussi de façon mondaine. On avait un jour de réception, 40 fauteuils en bois doré qui permettaient de recevoir largement. On recevait à Lectoure, on recevait à Condom, mais aussi à Rignac, où le mari, qui ne voulait pas être en reste, réunissait volontiers dans de grands repas la gentry du voisinage. Tout ceci entrecoupé de voyages à Paris, de séjours à Biarritz et à Gavard. Le chagrin du couple fut de ne pas avoir d'enfants. On s'occupa donc des œuvres religieuses, on s'occupa aussi des œuvres civiles. Donc, admirée, respectée, elle s'est donnée donc, à toutes les détresses. Présidente de la Croix-Rouge, infirmière-chef, elle joua un très grand rôle durant la Grande Guerre, mais aussi par la suite. Elle collaborait sans difficulté avec la municipalité radicale socialiste du docteur de Sardac, qui fut entre parenthèses président de la Société archéologique. Pour les grandes causes nationales, elle faisait avec Madame de Sardac la quête à domicile. Elle participait aux expositions de la foire et expositions. Avec la montée des périls dans les années 36-40, eh bien, elle s'occupe des familles de réfugiés espagnols que la municipalité avait logées dans l'ancienne prison de Lectoure, en face chez elle. Elle accueille en 1939 les familles belges et les familles de Saint-Louis. Elle accueille des militaires prisonniers. Enfin, elle fait donc aussi le colis des prisonniers durant la guerre. Et c'est tout naturellement en 1943, quand Massenet devient maire nommé de Lectoure, c'est tout naturellement que la nouvelle municipalité fait appel à elle, et cette municipalité totalement dévouée au maréchal Pétain. Elle y entre auréolée de son rôle de présidente de la Croix-Rouge, mais aussi de ses engagements dans la vie culturelle de la cité. Elle était aussi une des responsables du Théâtre de la Nature, dont on ne mesure pas aujourd'hui l'impact. Mais, revers de la médaille, elle devint en quelque sorte otage. Elle qui aimait répéter dans la famille on est républicain, déclare maintenant je suis pour les honnêtes gens contre la canaille. Elle crut bon d'accepter, se dévoua sans compter aux différentes commissions, mais n'en fut pas récompensée à la libération. Malgré les critiques et un temps mis à l'écart, elle poursuivra, après 50, son rôle à la tête de la Croix-Rouge pour s'éteindre le 10 janvier 1954 à ses obsèques. Elle était accompagnée de toute la population lectouroise. Elle avait reçu, après la guerre, des distinctions. Femme énergique, d'autorité, d'engagement, elle avait bien évidemment la gestion de sa fortune. Elle avait un petit peu laissé à Vallot. L'agriculture, vous le savez, manque de bras. Elle vend des terres, elle place l'argent dans les fonds russes, elle place l'argent aussi dans les fonds de l'État français, et vous savez ce qu'il en devint de ces fonds placés. Il y eut aussi, parmi d'autres dames d'œuvre, Mademoiselle Lasserre, souvent citée dans la correspondance. Mademoiselle Lasserre disposait d'un hôtel particulier que l'on appelle à Lectoure les Trois Boules, qui devint l'hôtel maintenant, qu'elle a donné au diocèse, qui est l'actuel presbytère. Il y a aussi Mademoiselle Lacapère. Mademoiselle Lacapère, elle a été, elle, marraine de guerre des soldats sénégalais. Vous savez qu'à Lectoure, il y a eu en 18 et 19 plusieurs centaines de soldats sénégalais et près de 80 sont inhumés dans un cimetière militaire à Lectoure. Mademoiselle Lacapère fut marraine de plusieurs soldats sénégalais. Sa générosité est à comparer avec celle de Madame Donneau-de-Vie, mais sa fortune était moindre. Elle possédait plusieurs propriétés, alors elle vivait elle aussi de rente, et elle s'est occupée de Sénégalais totalement abandonnés. Vous la voyez là en photo lors d'une prise d'armes, où elle est à côté de son filleul, elle leur fait des vêtements chauds,
permet une alimentation meilleure. Elle les accompagne en ville après la revue et un conserve d'elle, donc un brassard de la Croix-Rouge, des médailles de reconnaissance et surtout une chéchia qui lui a été offerte par les soldats. Il y eut d'autres personnages dans le Gers et dans le Lectourrois. En conclusion, les exemples pris à Lectoure sont à 1000 lieues de l'image caricaturale véhiculée par certains sur les marraines de guerre. Parmi les nombreuses lettres, je citerai celle datée du 16-10-1915. Je ne puis vous répéter que vous êtes bonne et dévouée. Vous me servez de mère, car une mère ne ferait pas mieux pour son fils. Vous êtes pour moi la Providence. Aussi, soyez assurés que je ne vous oublierai jamais. Je me souviendrai toujours de ce que vous avez fait pour moi, Jules Gaston Rousseau, grièvement blessé, qui avait été soigné à Lectoure et qui est reparti au front. Personne, marraine ou filleule, n'oubliera ces démarches, parfois maladroites, toujours émouvantes, entre des hommes et des femmes dans un contexte de guerre qui s'éternise, des liens forts d'amitié ou d'amour entre des soldats et des infirmières de cœur. La plupart de ces liens ne vont pas durer après la guerre, mais certains se termineront par des mariages. Preuve de l'utilité des marraines, on reprendra le principe en 1939, 1940, puis après 40, entre 40 et 45, avec les marraines de prisonniers. Cette remarque d'Yves Le Naour, un des historiens de la Grande Guerre, peut résumer l'ambiguïté du sujet. La marraine de guerre fait peur aux militaires comme aux moralistes, parce qu'elle incarne la libération des mœurs, parce qu'elle est une femme libre qui écrit à des hommes sans tutelle ni surveillance. Elle rappelle à l'armée et à la société que les hommes au combat existent d'abord comme des hommes et non comme des machines à tuer. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Donc, en effet, je vais vous parler des Gersois, exactement, et du deuil des soldats morts pour la France, ou du moins comment ce deuil fut vécu par les Gersois. Et qu'est-ce qui a permis justement donc, ce travail du deuil. Donc, déjà, les Gersois et le deuil des soldats morts pour la France, la formulation « mort pour la France » s'est généralisée suite à une note émanant du ministère de la Culture en 1919, donc après l'armistice, au lendemain de la Première Guerre mondiale, au détriment d'une précédente formulation « soldats tués à l'ennemi ». Donc déjà, il y avait ce désir, au sortir de la guerre, de mettre en avant plus le fait que les soldats étaient morts pour leur patrie, s'étaient sacrifiés pour leur pays, pour le bleu, le blanc et le rouge de notre drapeau, plus que d'être tombés justement face à l'ennemi ou face à un ennemi. Donc comme vous le savez tous, des guerres se déclenchent des combats et des batailles. Par conséquent, de toutes les guerres et sans exception, en résultent des blessés et des morts. Ces conflits plongeant toutes les familles dans la souffrance et la douleur de la perte d'un être cher, d'un père, d'un fils, d'un époux, d'un frère. La Grande Guerre particulièrement tua en masse, générant de fait un deuil de masse. Ainsi, à l'issue du premier conflit mondial, fut dénombré pas moins de 9 700 000 militaires tués, de toutes les nationalités confondues, 2 millions de blessés, 8 900 000 civils tués et 1 400 000 morts pour la France. Pour notre département, le Gers, il y eut plus de 8 000 morts pour la patrie, 1429 disparus.
Et, il ne faut pas les oublier, surtout pas, c'est le sujet de mon sujet, 2341 veuves de guerre. Je répète, 2341 veuves de guerre. Les monuments aux morts sont là pour en témoigner. Sur 30 000 s'élevant en France, 400 furent érigés dans notre département, qui compte officiellement 463 communes, officiellement. Durant cette guerre, toutes les familles avaient consenti au sacrifice pour leur patrie, d'un fils, d'un père, d'un frère, d'un époux. En échange, l'État devait leur rendre cette concession par une reconnaissance officielle, se traduisant par le décernement aux familles, en deuil, d'un diplôme d'honneur aux soldats morts pour la France, et par rendre à ces mêmes familles la dépouille du défunt, afin qu'elles puissent en faire leur deuil. Donc j'aborderai ma petite intervention en deux parties, l'une portant sur le rapatriement des soldats morts au front ou de suite de maladie, et dans une première partie, donc maintenant, je vais aborder donc la remise aux familles des diplômes d'honneur. Donc manifestant sa solidarité envers les familles éprouvées par la guerre, l'État, je le rappelle, s'employa à marquer de manière officielle et solennelle sa juste reconnaissance et son hommage à tous les soldats morts pour la France. Une loi du 27 avril 1916 créa le diplôme d'honneur à remettre à toutes les familles de militaires des armées de terre et de mer, décédés depuis le début des hostilités pour le service et la défense du pays. Ce diplôme devait être remis aux destinataires par les soins des autorités civiles et militaires. Toutefois, dans les communes n'ayant pas de garnison, et dans notre département, il y en a bon nombre quand même, notamment dans les campagnes, les maires devaient eux-mêmes décerner le dit diplôme. Ces diplômes d'honneur étaient établis d'après les dates de décès et remis gratuitement à l'héritier direct, ou du moins le plus proche héritier dans la famille. Donc dans l'ordre, le diplôme pouvait être remis au fils aîné ou à la fille aînée, sinon à la veuve, au père, à la mère, au frère aîné, et en dernier, s'il n'y avait aucun donc, de ces membres cités, à la sœur aînée. Donc là vous avez une image montrant justement à quoi pouvait ressembler un diplôme d'honneur. Peut-être que certains parmi vous en ont, ou en ont retrouvé chez elles, dans leur grenier, ou peut-être qu'il est exposé dans l'une des pièces d'habitation. Donc un diplôme d'honneur remis à un militaire. Donc la plus grande partie de ce diplôme, comme on peut le constater, est ornée, illustrée d'un bas-relief très connu, du moins nationalement, je l'espère en tout cas. En effet, c'est un bas-relief se situant sur l'un des piliers de l'Arc de Triomphe à Paris, et qui présente l'allégorie de la Marseillaise, réalisée au XIXe siècle, dans les années 1830, par le sculpteur François Rude. Donc là déjà, on voit la portée de l'hommage de l'État vis-à-vis donc de ces soldats de toutes origines qui ont versé leur sang pour leur patrie. La Marseillaise aussi, un lien direct avec notre hymne national, bien sûr. La partie inférieure est très intéressante puisqu'elle est nominative. Tous les diplômes, je le rappelle, étaient décernés aux familles donc, qui avaient un proche parent tombé pendant la guerre. Donc, il commence par « à la mémoire », et là vous avez le nom et les prénoms du soldat. Il est mentionné, on le voit très mal, mais juste en dessous du nom, il est mentionné à chaque fois son grade et le régiment duquel il faisait partie. Et puis, en bas, pour authentifier et certifier ce diplôme, vous aviez donc la signature du ministre de la guerre ou d'un membre de son cabinet. Dans un plus gros caractère, et avancé par l'État l'hommage de la nation. Sur le cadre, le pourtour que l'on ne voit pas très mal, il est mentionné donc aux soldats tombés pendant la guerre, la patrie reconnaissante. Là pareil, je pense que cette formulation doit vous rappeler quelque chose.
la patrie reconnaissante qui se situe sur le temple de la République, où sont inhumées les grandes personnalités de notre régime, le Panthéon, au gloire de la patrie, au gloire de la France, la patrie reconnaissante. Le premier envoi de ces diplômes d'honneur, comme celui-ci, était prévu aux alentours du 25 octobre 1916. Donc les familles devaient recevoir les premiers diplômes à la fin du mois d'octobre 1916, en pleine guerre. Cependant, vous en doutez bien, toutes les familles, de là où elles logeaient, notamment des familles habitant dans les régions du nord de la France, ou plus proche du front, ou même au niveau même du front, ont dû attendre avant de recevoir ces mêmes diplômes. Alors là, je pense au département du Nord, bien sûr, du Pas-de-Calais, évidemment, mais aussi de l'Aisne, des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Somme, qui ont dû attendre, elles, toutes, la fin de la guerre, l'armistice, pour recevoir ces diplômes d'honneur. Nous, par contre, on est quand même assez loin, vous le savez bien, de la ligne de front. Donc le département du Gers, les familles ont reçu à temps leur premier diplôme, du moins les familles concernées déjà par des soldats tués ou morts de suite de maladie, puisque le premier envoi arriva à la fin du mois d'octobre 1916. Il comprenait 4 caisses contenant 570 diplômes au total. Le deuxième envoi, qui eut lieu le 31 décembre, donc 2 mois après, correspondait à 5 caisses et jusqu'à 988 diplômes. Donc en 2 envois, près de 2000 diplômes furent décernés aux familles. Vous imaginez les pertes. Dès lors, les envois successifs, à partir de l'année 1916, eurent lieu à fréquence variable, pouvant aller d'1 mois à 5 mois d'intervalle. Oui, puisque là, ça avait lieu pendant la guerre. Voilà pourquoi la remise de ces diplômes d'honneur perdura 8 années pour le département du Gers, de 1916 à 1924. Donc, les premières années d'après-guerre. Il s'agit exactement au total de 40 envois dans cette période-là, et pas moins de 48 caisses qui furent réceptionnées. Enfin, ce sont précisément, et les chiffres sont précis, 8062 diplômes d'honneur qui furent remis aux familles des soldats gersois morts pour la France. 8062 diplômes. Il arrivait, malheureusement, pour beaucoup de familles, plus qu'on imagine d'ailleurs, même si ces diplômes venaient de l'État, que la plupart leur parviennent à ces familles avec du retard. Ça pouvait aller de quelques mois, voire à plusieurs années, ce n'est pas une gasconnade, plusieurs années après le décès de leurs proches. Et ces retards qui survenaient pendant la guerre, survenaient aussi après la guerre. Alors j'ai retrouvé aux archives départementales 2 lettres, l'une datant du 18 avril 1918, bon on est à la fin de la guerre, mais on est quelques mois quand même avant l'armistice. L'autre lettre, par contre, date du 7 janvier 1922. Ces 2 lettres, en témoignent, accusent des retards. C'est des lettres du préfet qui signalent aux maires respectifs, et après il faisait remonter au sommet de l'État, que certaines familles se plaignaient de ne pas avoir reçu le diplôme d'honneur tant attendu. Alors pourquoi ces retards? Quelles origines pouvaient-ils avoir? Diverses et variées. Pour certaines, c'était même très cocasse. Et oui, il pouvait y avoir un défaut d'adresse. On pouvait se tromper d'adresse. Pour peu aussi qu'il y ait des soldats qui aient le même nom, on pouvait se tromper de commune aussi. Vous imaginez le désarroi des familles devant recevoir un diplôme qui en fait ne leur était pas destiné, qui était destiné à une autre famille. Cependant, même si ces diplômes étaient tant attendus, la remise des diplômes d'honneur ne comblait pas la perte complètement du proche défunt, qui, devenu soldat, était parti pour des régions lointaines, par rapport à nous le Gers, défendre son pays, et qui hélas ne revint jamais. Estimant que le soldat avait rempli son devoir de citoyen, non seulement en défendant la patrie, mais aussi en versant son sang et en y laissant sa vie, le souhait ardent de ces familles était que le corps du soldat, avant tout, retourne
dans sa terre natale. Donc là, j'aborde la deuxième partie, le rapatriement de soldats morts au front ou de maladies. Ce rapatriement des soldats défunts avait une grande symbolique, le retour de l'enfant du pays au sien, mais permettait également aux familles de les aider elles-mêmes dans leur travail du deuil. La hâte du retour de la dépouille du soldat, pour les familles déjà qui avaient perdu un proche au tout début de la guerre, pouvait être vraiment là, présente, au quotidien, bien sûr. Et donc, beaucoup de familles déjà, les premiers mois de la guerre, réclamaient à leur maire, au maire de leur commune. Le maire faisait remonter au préfet, et le préfet remontait à l'État. Donc, l'État avait plusieurs fois donc, des demandes de rapatriement de corps de soldats, de familles donc, qui le souhaitaient. J'ai un exemple. Le 10 octobre 1914, une famille habitant Marsolan a demandé au maire de cette commune le rapatriement du corps de leur fils. Il s'agissait de Joseph Tardin. Joseph Tardin qui était né à Montcrabeau, donc une petite commune au-delà de Condom dans le Lot-et-Garonne, en 1881, et qui mourut le 30 septembre 1914, des suites de ses blessures à l'hôpital, enfin, un lycée devenu hôpital militaire pendant la guerre, comme il y en a tant. Donc là, le lycée Henri Poincaré, exactement, qui était basé à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Donc le soldat Joseph Tardin mourut dans cet hôpital et reposait donc dans le cimetière militaire donc, qui était déjà affecté aux soldats dans la ville de Nancy. Donc ses parents ont fait la demande au maire. Le maire a remonté au sous-préfet de Lectoure, puisqu'à l'époque, vous savez bien qu'il n'y avait pas que 2 sous-préfectures, il y en avait 4, Mirande, Condom, Lombès et Lectoure. Donc le sous-préfet de Lectoure a reçu cette demande de cette famille de Marsolan et malheureusement, si j'ose dire, dans le même temps, à peu près simultanément, quelques semaines après, exactement, le général Joffre, qui était alors commandant de l'armée française, devait officiellement, justement, interdire le transport des corps de militaires décédés dans la zone de guerre, pour 3 raisons. D'ordre moral, en premier, sanitaire, vous en doutez bien, pour éviter la propagation éventuelle d'épidémies, et pour des raisons tout simplement matérielles. Donc le sous-préfet de Lectoure retourna au maire de Marsolan et aux parents donc, de ce soldat un refus catégorique. On peut imaginer la terrible déception ressentie par ses parents. Dès lors, nul ne sait jusqu'où la peine et la douleur peuvent conduire un père, une mère, une fille, une sœur, une cousine ou un membre d'une famille d'un soldat tombé pendant la guerre. Même l'armistice signé et le cessez-le-feu retenti laissait résolument cette question en suspens, après-guerre. Justement, j'ai retrouvé aux archives départementales une lettre datant du 3 juin 1919 adressée au préfet du Gers par le ministre de l'Intérieur, dénonçait que des individus à l'époque, en 1919, engagés, payés par des familles, procédaient à l'exhumation et au transport de corps de militaires inhumés dans l'ancienne zone désarmée. Malgré le refus toujours catégorique et présent, opposé par les maires. Malgré tout, bon, comme vous voyez, ils attendaient toujours le retour, ces familles, c'est normal, c'est humain, de leurs proches. Quelques jours plus tard, le 15 juillet 1919, le président du Conseil, qui était Georges Clemenceau, réaffirmait à la Chambre des députés solennellement l'interdiction d'exhumation des corps dans le but d'un potentiel rapatriement. Mais vous savez bien, surtout à cette époque-là, on était à la Troisième République, la valse des ministères, le ministère Clemenceau perdura jusqu'au mois de janvier 1920. Et en 1920, donc, un nouveau gouvernement fut formé, présidé par Alexandre Mirand, qui devait, quelques mois plus tard, accéder à la magistrature suprême. Et ce nouveau gouvernement revint sur les décisions précédemment prises par le précédent gouvernement,
qui n'avait pas non plus que des soutiens, n'est-ce pas, puisqu'il était tombé en plus quelque temps plus tôt. Donc là, revirement complet, le nouveau gouvernement donnait l'autorisation, tant espérée par toutes les familles, de rapatrier les dépouilles des soldats tués pendant la guerre ou des suites de leurs blessures. Là, cette décision incita et responsabilisa l'État à organiser le transfert des dépouilles de soldats du lieu initial d'inhumation, qui était la plupart du temps le cimetière militaire, jusqu'au cimetière communal retenu par les familles concernées. Le rapatriement des corps visait les soldats morts pour la France entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919. Donc, pour ce fait, l'État créa un service devant contrôler les acheminements des cercueils. Vous imaginez les chassés-croisés qui ont eu lieu en France à cette époque-là. Donc ce service, c'était le SRC, le service de restitution des corps. Ce transfert, il était bien précisé, devait se faire en train, par voie ferrée. À cette époque-là, il faut remonter le temps, ce n'est plus comme maintenant, le département du Gers avait la chance d'être bien pourvu en kilomètres de voies ferrées, puisque au moins tous les chefs-lieux de canton, donc jusque dans les campagnes les plus reculées, étaient donc dotés d'une gare. Je pense notamment à une toute petite gare, ça doit être l'une des plus petites du département, la gare de Fustérouau. Est-ce qu'il y en a qui savent où se trouve Fustérouau, à part celles et ceux qui sont de ce secteur? C'est dans l'ouest du département. Donc, 3 types de gares furent retenus afin que ces mêmes transferts se déroulassent au mieux. D'abord, 4 gares régulatrices. Alors, il y avait des gares régulatrices, des gares régionales et des gares départementales. Les gares régulatrices, c'était les gares qui recevaient directement depuis les cimetières militaires les corps, les dépouilles des soldats. Ces 3 gares régulatrices étaient Marseille, bien située, pour recevoir les corps de l'armée d'Orient. Donc tombés par exemple à Salonique, à Gallipoli, aux Dardanelles, sur le front donc proche de l'ancien empire ottoman. La deuxième gare régulatrice était Sarrebourg. Sarrebourg, au Perché pour nous, en Lorraine, pour les corps rapatriés d'Allemagne. Vous pouvez en avoir en effet qui étaient en Allemagne. Et les 2 dernières gares nous sont très importantes pour nous, le Gers, puisque la plupart des cercueils provenaient de ces cités-là. Il s'agissait des gares de Brienne-le-Château et de Creil. Donc, je viens aux gares régionales. Donc, la gare régionale qui a été désignée pour le sud-ouest, c'est Cahors. La gare départementale, pour le département du Gers, Auch, bien sûr, et d'Auch, le final, donc disons la réception des cercueils de la gare d'Auch jusqu'à la commune du Mans désignée par les familles se faisait par route, s'il n'y avait pas de gare à proximité. Donc là, vous avez une lettre recommandée du préfet du Gers, donc en date de 1922, qui signale notamment que les municipalités qui devaient bien sûr, les communes concernées par la réception de ces cercueils, n'avaient pas à fournir, à payer quoi que ce soit, puisque ce serait à charge de l'État, entièrement. Enfin, du moins, pour les familles qui l'avaient précisé. Puisque, là, vous avez un formulaire rempli par les familles demandeuses d'un corps de leurs proches, reposant dans un cimetière militaire. Il est précisé en haut du formulaire, demande de transport aux frais de l'État. Tandis que, là, ce dernier formulaire, c'était pour les familles, c'est arrivé, ça pouvait arriver, qui souhaitaient que ce soit leur charge. Bon, elles étaient minoritaires, vous en doutez bien, elles préféraient quand même que l'État quand même paye, mais c'est arrivé. Donc, les cercueils, les premiers, sont arrivés en gare d'Auch le 18 mars 1921 à 21h16. Ils transportaient alors 25 cercueils. Ici, il s'agit du 3e convoi qui eut lieu le 24 juillet 1921. Vous voyez la rigueur de la SNCF, tous les convois sont arrivés, pas le même jour, mais à la même heure, à 21h16, à la minute près. Il n'y a pas eu de retard là. Donc là, vous avez la liste donc, des soldats concernés, donc, dont le corps a été rapatrié, le nom,
prénom, grade, donc le premier nom, un sous-lieutenant, et le régiment auquel il était affecté. Là, vous avez une autre liste. Elle date de la même année, mais elle date de la fin de l'année 1921. Et là, ils avaient déjà fait un tableau, ils avaient clarifié la liste, elle était beaucoup plus précise. Vous aviez les communes d'origine des soldats, des sous-officiers ou des officiers, puisque dans cette même liste, il y a 17 noms, sont des cercueils avec des soldats, des officiers, caporaux, sergents, adjudants, mais aussi des officiers, sous-lieutenants, pouvant même aller au capitaine, notamment le capitaine de Malais. Donc la commune d'origine qui n'était pas forcément la même que la gare à laquelle, bien sûr, ces corps devaient être réceptionnés. C'est-à-dire que de la gare d'Auch, certains, bien sûr, continuaient leur trajet par voie ferrée, si, je le rappelle, la commune proche était affectée par une gare. Donc par exemple, pour le deuxième nom, il s'agit de Clermont-Pouilly, pardon, Poulies, excusez-moi, Poulies. Voilà, Clermont-Poulies, c'est la gare de Saint-Jean-le-Comtal, en fait le hameau de la gare, ainsi de suite. Après, toutes les familles n'ont pas reçu, ou n'ont pas eu l'occasion, même aux frais de l'État, de retrouver les corps, enfin, le cercueil de leurs proches. Parce qu'il n'est retourné dans le Gers que 598 cercueils, sur plus de 8000 soldats décédés, qui sont tombés. Donc les familles qui le demandaient, et là j'ai retrouvé des demandes de familles habitant des communes comme Mormès, Arblade-le-Haut, ou Le Houga, donc ce n'est pas des grandes communes, qui ont accepté, toujours, alors là, aux frais de l'État, des visites de ces familles dans les cimetières militaires proches de l'ancienne ligne de front, donc des visites aux tombes pour pouvoir se recueillir. Et là, il y a eu 5 voyages qui ont été, qui ont été décidés par l'État en 1921, 1928, 1931, 1934 et 1935. Là, vous avez donc ce beau papier vert qui, là encore, est un formulaire que devaient remplir les familles qui demandaient justement de pouvoir se recueillir sur la tombe donc, de leurs proches au cimetière militaire concerné. Et ensuite, j'y viens, je pense que Laurent Maurras est soulagé. Voilà. Donc, on peut constater que le deuil des soldats morts pour la France fut le premier deuil majeur du XXe siècle. D'abord par son ampleur. Il toucha toutes les familles, vous le savez bien, on est tous concernés, des pays engagés dans ce conflit, et concernant toutes les franges de la société. Le Gers particulièrement fut durement éprouvé et devait en rester pour longtemps traumatisé. De plus, ce deuil demeure tout aussi important par sa durée, parce qu'il résulte de 4 longues et interminables années de guerre. Mais ce travail du deuil ne s'acheva pas, vous savez bien, à l'armistice du 11 novembre 1918. Au contraire, il devait se poursuivre pour beaucoup toute une vie. La plupart des familles du Gers, et notamment les Gersoises, je les oublie bien souvent, mais très importantes, les Gersoises, pour beaucoup, furent plongées dans la peine durablement. Le noir du deuil, visible jusque dans le moindre petit village, en était, vous le savez bien, le plus vibrant et émouvant témoignage. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, non seulement d'avoir tenu le temps, mais de nous avoir passionnés, d'avoir réussi à placer un subjonctif présent dans la démonstration. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Je savais que je te ferais plaisir. Oui, c'est bien, c'est bien. Et on sent là-dedans, on ne voit pas sur l'écran qu'on a nous. Je fais comme tout à l'heure. Merci. Et du coup, oui, on sent bien dans tout ce qui a été dit là à l'instant, le côté sentiment ressenti véritablement. Ne retenez pas qu'il y a eu 8000 diplômes, retenez bien qu'il y en a eu 8062. Les 62 derniers comptent autant que les 8000 premiers. Donc on touche vraiment quelque chose de particulier. Et puis la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est ce sentiment de sortie de guerre, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qu'il va falloir qu'on étudie quand on arrivera à la fin de nos colloques. L'entrée en guerre, c'est quelque chose de particulier, mais les sorties de guerre, c'est quelque chose d'encore plus particulier. Comment on revient à une vie normale après des histoires comme ça. On voit avec l'actualité, on a un peu de mal. Imaginez après 4 ans de guerre ce qui se passe.
Donc nous commençons maintenant la dernière intervention de la journée avec Valentin, ça marche, qui a le temps imparti comme pour tout le monde et que j'arrêterai en cours de route si jamais il y en a besoin. Vous le voyez, vous le lisez, il vous parle des prisonniers, je ne lui prends pas plus de temps. Donc voir que depuis la fin du XVIIIe siècle, notre département du Gers est habitué à recevoir des contingents de prisonniers de divers pays. Et ces contingents s'échelonneront jusqu'au premier conflit mondial. En 1914, les premiers Boches arrivent dans le Gers, c'est une période où l'espionnite sévit de plein fouet et ses envahisseurs sont vus d'un œil assez haineux par les habitants. Cependant, la population gersoise, alors majoritairement paysanne, agricole, va dès 1915 voir l'utilité de cette main-d'œuvre bon marché qui se révèle indispensable pour combler la pénurie d'hommes mobilisés et ainsi permettre de maintenir l'économie agricole des petites communes gersoises. Donc je vais diviser mon propos en même quatre parties. Alors, tout d'abord, le camp de la caserne Lannes, ensuite les évasions, l'emploi des prisonniers de guerre et enfin, je conclurai avec le regard des Gersois sur les prisonniers. Donc, tout d'abord, la caserne Lannes. C'est dans un contexte assez défavorable, voire hostile aux Allemands, que le général Pétetin ordonne au préfet du Gers que la population occitane aspire au plus grand calme et au plus grand respect devant les convois de prisonniers, afin d'éviter les manifestations hostiles qui se sont déroulées dans des villes voisines. Je cite, « Si nous en recevons à Auch, comme il y a lieu de le croire, je vous prie de recommander le calme et la dignité à la population. Je donne des ordres pour que nos soldats à nous évitent toute manifestation, mais aussi pour que les prisonniers, y compris et surtout les officiers, soient traités avec toute la rigueur compatible avec les sentiments d'humanité. » Donc c'est donc le 5 novembre 1914 que le premier contingent arrive à Auch à 17h45, composé de 100 prisonniers de guerre. La République des travailleurs annonce que les captifs ont été conduits, je cite, sans aucune manifestation à la caserne Lannes. Un deuxième convoi d'une vingtaine de prisonniers arrive en provenance de Cahors le 8 novembre. Ensuite, le 16 novembre, le Gers reçoit un convoi de 150 prisonniers. Et enfin, un dernier pour l'année 1914 est composé de 200 hommes qui arrivent le 27 novembre à Auch. Donc il est intéressant de noter que malgré la haine anti-germaniste qui régnait alors, la population occitane reste assez calme au passage de ces convois de prisonniers, contrairement aux villes d'Agen ou de Mont-de-Marsan, où ces derniers sont reçus avec des brimes, des huées de la foule, parfois reçoivent des projectiles de la part de réfugiés des régions du Nord ou des réfugiés belges. Alors, malgré l'inquiétude et l'impassibilité des curieux gersois, le maire de la ville d'Auch interdit tout contact avec ces prisonniers, toujours dans cette crainte de l'espionnage véhiculé par l'espionnite. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur l'espionnite gersoise, je vous conseille un très bon ouvrage. Ah, vous ne l'avez pas, c'est celui de 1913. Voilà. Donc j'ai réussi quand même à caser un peu de pub. Merci. Alors, en avril 1915, la population gersoise reçoit des ordres très stricts à propos du rapport à entretenir vis-à-vis des prisonniers de guerre. Donc je cite, « Aucun rapport ne doit avoir lieu avec ces hommes, ni par les paroles, ni par les gestes. Il est interdit de leur remettre quoi que ce soit et de recevoir d'eux des commissions. Il importe qu'aucun service ne soit rendu, qu'aucune marque de sympathie ne soit adressée aux prisonniers allemands. » Donc voilà, et rien à rajouter. Vraiment, on sépare des Allemands des Français et aucun contact ne doit être entretenu. Donc durant toute l'année 1915, les prisonniers vont affluer en masse vers la capitale gasconne. 17 prisonniers arrivent le 21 février 1915, 100 le 7 avril, 150 le 1er mai, et enfin un dernier convoi de 70 prisonniers de guerre le 7 novembre. Donc là vous pouvez voir une photo, alors, comme nous avons l'habitude de dire, des photos de famille, alors qui est prise à la caserne Lannes à Auch, et donc vous avez au centre, ici, non, il n'y a pas la souris, tant pis, là, un sous-officier, deux soldats, et encadrés par des territoriaux de Mirande.
Voilà, une nouvelle photo toujours prise à Auch, ici, en 1916, vous avez la date, toujours par des territoriaux du 135e. Donc, dans un premier lieu, l'intégralité des soldats ennemis sont regroupés à la caserne Lannes. Une partie des bâtiments est réservée aux prisonniers, où se côtoient une majorité d'hommes de troupes et de sous-officiers, mais il y a également une minorité d'officiers. Ces derniers sont séparés des troupes françaises par une barricade ou une palissade de bois renforcée de fils de fer barbelés. Alors, petit à petit, la caserne du 88e ERI se transforme en camp de prisonniers, sans néanmoins délaisser l'instruction et la formation des jeunes classes. Donc, excusez-moi pour la qualité de la photo, donc là vous avez une photo présentant l'instruction de la classe 1915 à la caserne Lannes. Et vous pouvez voir ici, donc, du coup, les palissades qui séparent donc, la partie française de la partie des prisonniers. Également, ici, une photo plus tardive, où l'on voit toujours, vous voyez, cette palissade avec double voire triple rangée de fils de fer barbelés, pour éviter l'évasion de ces soldats. Alors ensuite, diverses photos et rapports nous renseignent sur les conditions des détenus du camp d'Auch. Donc les hommes sont installés dans des chambres pouvant contenir une douzaine de personnes, chacun a son coin bien à lui, comprenant un lit, une table de toilette et une chaise. Les officiers supérieurs jouissent quant à eux d'un privilège, car ils ne sont que 2 ou 3 par chambrée. Donc là, vous avez un exemple de chambre d'officier, photo prise en 1919. Donc les conditions d'internement sont convenables, contrairement à d'autres camps, comme l'écrit un prisonnier d'Auch, je cite. Nous sommes ici beaucoup mieux qu'à Carcassonne, et en général, nous sommes tous satisfaits de l'échange. Cela va même susciter la jalousie de la population occitane, qui se plaint d'être moins bien lotis que leurs ennemis. En effet, le tabac ou les pommes de terre ou d'autres denrées de base, qui à l'époque étaient des denrées de luxe, sont en priorité achetées par les cantinières ou par les ordonnances. En effet, car 6 officiers peuvent jouir d'une ordonnance qui peut aller acheter en ville des denrées. Alors, une seule fausse note réside dans ce camp, c'est l'étroitesse de la cour. En 1917, lors d'une visite de la légation suisse au camp d'Auch, certains officiers vont demander à obtenir le droit de faire des petites balades sous la surveillance du territoriaux, donc des petites balades dans la ville d'Auch. Cependant, cette autorisation, ce privilège ne leur sera autorisé que le 15 avril 1918. Alors, dans un premier temps, la caserne Lannes accueillait une majorité d'hommes de troupes et de sous-officiers, séparés des officiers. Donc même dans les camps de prisonniers, on retrouvait une division sociale entre les sous-officiers et hommes de troupes qui étaient issus de la masse, du peuple, et les officiers venant de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Donc à partir de 1916, le camp d'Auch se transforme au fur et à mesure en camp d'officiers, tel si bien que ces derniers dépasseront le nombre de 500, voire le nombre de 600 en 1918. Le 3 septembre 1916, le premier convoi composé de 50 officiers arrive en gare d'Auch, et je cite, « Malgré l'heure tardive, une foule de curieux était massée sur le passage des prisonniers. Sur tout le parcours de la gare à la caserne Lannes, nous avons été heureux de constater un silence glacial et une attitude pleine de tact à l'égard de ces vécus d'hier, et vraiment digne de notre cité. » Alors, à l'arrivée de ces premiers hauts gradés, la presse n'hésite pas à se déchaîner, comme dans la République des travailleurs, du 10 septembre 1916, où, alors, je cite, « Où sont donc ces monoclars au regard haineux, pédants, insolents et hargneux à l'excès? Tout au plus avons-nous remarqué quelques officiers à lunettes, professeurs ou apothèques, sans doute. » Alors, suivront alors, le 1er octobre, un convoi de 112 officiers en provenance de Bastia. 2 semaines plus tard, 90 officiers furent transférés de Carcassonne vers Auch. Dans la semaine du 30 octobre au 5 novembre, la ville reçoit encore 2 convois de prisonniers. Le 16 février 1917, 150 prisonniers seront internés à Auch et 60 le 22 mai 1917. Alors, malgré cette division entre officiers et hommes de troupes, on assiste néanmoins à un brassage social au sein des officiers. Je m'explique. Tout d'abord, tous les Länder sont représentés. On a le Schleswig-Holstein, la Bavière, le Königsbourg, vous avez tous les Länder sont représentés, ainsi que tous les corps d'armée. Donc vous avez de l'infanterie, de l'artillerie, de la cavalerie, de l'aviation, également des coloniaux, troupes coloniales et des loups de mer, c'est-à-dire des officiers de marine.
L'autorité... Alors, pardon, excusez-moi. Vous avez également des officiers qui viennent de tous les théâtres de la guerre. Donc vous en avez qui ont été faits prisonniers à Verdun et d'autres à Salonique. Ensuite, petit à petit, la caserne Lannes est réaménagée afin d'apporter un maximum de confort à ces officiers, qui sont traités avec beaucoup de respect. Donc l'autorité militaire va faire aménager une grande salle de réunion, qui sert également de bibliothèque, ainsi qu'une chapelle. Afin de tromper la nuit, ces officiers vont se livrer à des conférences, ainsi qu'à des cours, notamment de physique, de chimie, de mathématiques, d'histoire, de psychologie, d'agriculture, de jurisprudence, de philosophie, etc., etc., qui sont délivrés par des officiers qui, dans le civil, exerçaient le métier de professeur. On a également des cours de musique qui sont dispensés de manière scientifique. Et en parlant de musique, on a même un orchestre qui va se constituer et qui va se produire pour la Noël et la Saint-Sylvestre. Donc là, vous avez ici le chef d'orchestre avec l'orchestre qui est composé en grande majorité de violons, violoncelles, voilà. Un orchestre à cordes principalement, mais qui rassemble, vous voyez, une grande partie des officiers du camp. Alors, ces derniers ont également la possibilité d'étudier des langues étrangères, alors, comme le français, vous avez l'anglais, le turc, le grec, l'arabe, mais aussi le swahili, donc, qui est une langue africaine. Outre ces activités intellectuelles, ces officiers s'adonnent à des loisirs un peu plus personnels, comme la lecture, l'élevage de canaris, ou encore, vous avez un théâtre de marionnettes qui va se mettre en place, la Aucher Puppentheater, donc c'est-à-dire le théâtre de poupées d'Auch. Cependant, on est très loin du théâtre de Guignol, ce sont des sujets très sérieux qui sont traités et évoqués par ces officiers, voire parfois des sujets patriotiques. Alors, enfin, ces derniers vont également pratiquer des activités physiques, outre les activités intellectuelles, comme des matchs de football ou des représentations de gymnastique qui rassemblent une grande partie du camp. Donc là, vous voyez, donc nous sommes dans la cour du 88e, donc là, derrière, vous avez les palissades avec le fil de fer barbelé. Donc, on voit une grande partie des officiers qui font un exercice physique. Ici, vous avez une représentation de gymnastique avec au centre une barre fixe, ici, et qui, de nouveau, rassemble une grande partie du camp. Voilà, vous aviez des petits événements qui étaient organisés au sein du camp. Donc, on a une petite société voilà, qui est recréée au sein du camp avec ses représentations, ses spectacles, etc. Vous voyez également une partie de football. Là, devant vous, ici, l'entrée du camp, de la caserne, et derrière, en toile de fond, la cathédrale. Malgré ce confort, la liberté est étouffée, c'est donc pour cela que de nombreux prisonniers tenteront de s'évader. Donc, c'est ma deuxième partie. Alors, tout d'abord, dans la nuit du 31 décembre 1914 au 1er janvier 1915, 4 Allemands, dont 2 sous-officiers et 3 soldats, s'évadèrent du dépôt de prisonniers de guerre à la caserne Lannes. Leur absence ne fut relevée que lors de l'appel du soir, et le major du 9e chasseur envoya alors des patrouilles de gendarmerie à leur recherche. Lors du 1er janvier 1915, le garde-barrière du passage à niveau de la route de Gimont, qui s'appelle Julien Delors, va repérer 3 hommes qui semblent être des prisonniers de guerre. Il va alors demander à sa femme de lui porter son fusil et se met en chasse de ces 3 fuyards. Ces derniers, voyant que le garde-barrière se lance à leur poursuite, s'échappent. Julien Delors va alors tirer en l'air en leur direction. Ces derniers, se sentant visés, vont se coucher dans un fossé et vont à nouveau se constituer prisonniers. Julien Delors va ensuite porter ces 3 captifs à la brigade de gendarmerie de Gimont, qui va s'attribuer la capture de ces derniers, donc va récupérer une prime, la prime de capture, qui s'élevait à 25 francs pour un simple soldat et 50 pour officier sous-officier. Donc si vous faites le calcul, ça faisait une prime de 100 francs. Donc le garde-barrière Julien Delors était privé. Apprenant que ce dernier ne peut pas toucher cette prime car elle a été attribuée à la brigade de gendarmerie, il écrit une protestation au préfet du Gers, appuyé par des témoins, le docteur Bougès de Gimont, et
après avoir mené l'enquête, le préfet du Gers va attribuer la moitié de la prime à Julien Delors, l'autre étant versé à la brigade de gendarmerie. Enfin, le 11 janvier, le 4e fuyard, affamé, se rendit lui-même à Pointy-Sinard, près de Saint-Gaudens. Il fut interné à la caserne du 83e avant d'être transféré à nouveau à Auch. Donc, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, 2 prisonniers s'évadent du poste de la Barère à Baran afin de gagner les Pyrénées. Cependant, ces derniers furent arrêtés à Saint-Palais dans le 64, le 11 novembre. Le 10 décembre, ils furent reconduits à Toulouse pour être emprisonnés à la prison Saint-Michel, sûrement, tout comme 2 autres évadés de Solognac. Le même jour, donc toujours le 10 décembre, 2 prisonniers quittèrent le cantonnement du Brucat à Blanquefort avant d'être arrêtés le 14 novembre par les douaniers du Stoux en Ariège. Le 24 mars 1916, cette fois-ci, 3 prisonniers s'évadèrent du dépôt de Pavie dans la nuit. Les fuyards furent repris le 10 mai à l'Escar, toujours dans le 64, afin d'être ramenés à Auch plus tard. Pour terminer, donc, le 29 mai 1918, suite à une promenade dans la ville d'Auch, un officier réussit à tromper la vigilance de ses gardiens et prit la direction de Pavie. Au même moment, son ordonnance s'échappa d'une autre promenade du côté du cimetière, avec pour objectif de retrouver son chef à la campagne. Cependant, l'officier fut intercepté par 2 soldats italiens qui étaient en convalescence à l'hôpital des Paludéens. L'ordonnance Calusa prit alors seul la direction de Lombès, avant d'être rattrapé le 5 juin par un gendarme de Cambous près de Luchon. Donc j'ai pris ces exemples afin de vous démontrer que dans la plupart des cas, les soldats allemands évadés cherchent à gagner les Pyrénées pour passer en Espagne, qui est un pays neutre. Cependant, nombreux sont ceux qui sont arrêtés à la frontière ainsi qu'en Espagne. Lorsque ces derniers ont le malheur d'être repris, certains sont directement réinternés dans leur camp, d'autres sont emprisonnés, alors plus souvent à Toulouse, à la prison Saint-Michel, ou alors à Auch, car l'autorité militaire avait fait aménager dans la caserne Lannes une cellule pour pallier au cas d'indiscipline ou d'évasion. Alors je n'ai pas pu malheureusement tout vous dire pour parler de tous les cas d'évasion. Donc si vous voulez en connaître un peu plus sur les évasions, je vous conseille le bulletin de la Société archéologique de 1915. 2 minutes de plus donc. J'ai casé 2 fois, non? Ça marche pas, tant pis. Donc la 3e partie. Alors maintenant, je vais traiter de l'emploi des prisonniers de guerre, parce qu'ils ne vont pas rester que dans des camps de prisonniers. Alors, bien qu'internés dans des camps, ces derniers furent assignés à divers travaux, aussi bien ferroviaires, publics qu'agricoles. Donc, tout d'abord, donc là, à nouveau, je vais diviser cette partie en 3 propos, mon propos en 3 parties plutôt. Tout d'abord, je vais traiter des travaux publics à Auch. Donc, seule la commune d'Auch bénéficiera de prisonniers pour réaliser des travaux publics dans la ville. Ces captifs seront affectés dans divers lieux, comme le quartier de remonte du Garros. 11 prisonniers effectuèrent des travaux d'aménagement de l'asile des aliénés, avant d'être affectés à la construction du centre de rééducation pour les agriculteurs mutilés de la guerre, situé à Beaulieu, dont on avait une conférence tout à l'heure en salle 1. Enfin, un petit groupe s'affairait à la construction d'une rue permettant de relier la place de la mairie à la rue du Tapis Vert. Derrière l'ancien séminaire, donc aujourd'hui, c'est le collège Oratoire Sainte-Marie. Et donc, cette dernière, construite par des prisonniers allemands, fut surnommée par les Occitans la rue des Boches. Donc là, vous avez une photo justement de cette rue des Boches. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas exactement si c'est la rue qui relie aujourd'hui la rue du Tapis Vert à la place de la mairie, ou la petite rue qui sépare le cul-de-sac, qui sépare les 2 cours du collège Oratoire, on ne sait pas exactement. Donc, ensuite, les travaux ferroviaires. Donc, lors de la Grande Guerre, 3 grands chantiers ferroviaires furent exécutés par les prisonniers allemands. Donc, vous avez le premier chantier qui part de Auch jusqu'à la Nemezan, le second de Gimont jusqu'à Beaumont-Lomagne, et le 3e d'Eoz jusqu'à Bazas. Donc, à nouveau, je vais diviser mon propos en 3 parties. Donc, tout d'abord, la ligne Auch-la-Nemezan. Donc là, vous avez des photos, justement, carte postale assez connues, voilà,
de ces travaux sur la ligne de fer Holstein-Mezan. Donc cette ligne est divisée en 6 lots, dont les 3 premiers se trouvent dans le Gers, le premier à Auch, le deuxième à Seissan et le troisième à Masson. Alors l'exécution des travaux est retardée par la déclaration de guerre, et elle fut donc confiée à des prisonniers de guerre travaillant sous la direction du service des ponts et chaussées du Gers. Les travaux débutèrent le 24 mars 1915 sur la section d'Auch à Seissan, où se relayèrent 4 équipes de 50 prisonniers, soit 200 prisonniers. À partir de l'été 1915, sur les 200 prisonniers travaillant sur cette ligne, la moitié est prélevée pour alimenter la compagnie agricole du Gers. Une fois les travaux agricoles terminés, les ouvriers réintègrent le chantier ferroviaire. Cependant, cette ligne ne sera jamais terminée et il reste encore quelques vestiges de cette ébauche de chemin de fer derrière le lycée de Beaulieu aujourd'hui. Donc là, vous voyez une nouvelle photo de cette construction qui est prise sous un angle différent de la première. Ensuite, la ligne Gimont-Beaumont-Lomagne. Donc au niveau de la section de Mauvezin, les travaux commencèrent le 15 septembre 1914 avec 200 hommes sur la section de Solomiac. Les travaux débutèrent en mars 1915. Le nombre de travailleurs allemands atteint rapidement le nombre de 260 en mai 1915. Enfin, la portion Touget-Gimont, retardée par l'entrée en guerre, débuta le 15 mai 1915 avec 50 prisonniers. De mai à octobre 1916, plus de la moitié des prisonniers travaillant sur la ligne Beaumont-Gimont furent prélevés pour alimenter les équipes de travailleurs agricoles et furent ensuite affectés à la ligne Bazas et Oz. Alors, cette ligne Bazas et Oz, donc là vous avez l'arrivée de prisonniers de guerre, un contingent assez important, plus d'une centaine, qui arrivent à Castelnau-d'Ozan, qui viennent à travailler pour la ligne Eos-Bazas. Donc sur la section Eos-Gabaret, les travaux approuvés dès 1913 débutèrent avant la guerre. Cependant, avec le début du conflit, les travaux furent arrêtés et ne reprirent qu'en 1915 avec l'emploi de 200 prisonniers, donc on voit arriver ici sur cette photo. Cependant, en août 1916, 130 prisonniers sont prélevés pour les travaux agricoles. Seuls 70 ouvriers restent sur ce chantier afin de prévenir tout risque d'éboulis. Là, vous avez une deuxième photo de l'entrée, voire là plutôt la sortie des prisonniers allemands dans le village de Castelnau-d'Ozan, donc près d'Eos. Enfin, les travaux agricoles. Donc, dès 1915, les prisonniers seront employés pour effectuer des travaux agricoles, mais ce n'est vraiment qu'à partir de mars 1916, avec la création des compagnies agricoles dans chaque département, que vraiment des équipes de travailleurs vont voir le jour, des équipes de travailleurs organisées. Donc ces équipes sont composées uniquement d'hommes ayant des connaissances en agriculture, donc vous pensez bien qu'il y a très peu, voire pas du tout d'officiers. Seuls les syndicats agricoles, les collectivités ou les communes peuvent jouir d'une équipe de minimum 20 prisonniers, divisibles en 2 ou 4 groupes. À partir de 1917, sous le poids des demandes, les groupes sont réduits à 5 maximum, donc on passe de 20 minimum à 5 maximum l'année suivante. Les prisonniers sont logés dans un local clos, facile à surveiller et inspectés au préalable par l'administration militaire. Donc là vous avez un exemple du cantonnement de Castelnau-d'Ozan, donc qui est enserré de grillages et de fils de fer barbelés. C'est ensuite l'employeur qui doit fournir les frais de logement, de nourriture, de chauffage, les outils ainsi que les salaires pour les gardiens et pour les ouvriers, pour les Allemands. En effet, ces derniers touchent un salaire de 0,20 francs qui s'ajoute aux 2,20 francs prévus pour leur entretien, c'est-à-dire la nourriture, le logement, des vêtements, etc. Chaque groupe de 20 prisonniers sous la surveillance de 4 territoriaux et un caporal. Alors, outre les travaux agricoles, ces derniers furent employés à d'autres travaux, comme le curage de fossés, de ruisseaux, l'entretien de chemins communaux, des travaux hydrauliques et d'assainissement. Cependant, ces travaux sont assez rares et on va plutôt privilégier les travaux agricoles. Très bien, pas de souci. Alors, les prisonniers de la compagnie agricole du Gers provenaient soit des dépôts d'Agen ou d'Auch, et une fois les travaux finis, ils retournaient dans leur dépôt. En juillet 1916, la compagnie comptait 275 hommes, 405 en 1917 et 747 en 1918. De plus, les demandes des communes explosent également. 54 demandes en 1916, 116 en 1917 et 106 en 1917 et 116 en 1918.
Donc 54, 106, 116. Voilà, pour que tout le monde connaisse les idées au clair. Donc certaines communes ayant obtenu un groupe de prisonniers, parfois refusèrent car ces derniers arrivaient trop tard, ou alors les frais d'entretien étaient trop élevés pour ces communes. De plus, le nombre de demandes explose, et cela va causer des conflits d'intérêts entre les maires et les gros propriétaires, qui parfois s'accaparent l'intégralité de l'équipe de travailleurs au détriment des petits exploitants. Alors on va avoir des conflits comme à Castelnaudozan, Bretagne d'Armagnac, Cravancères, Lannepax, Thiès-Turanium sous la Grolette. De plus, on a de nouveau, je ne pourrais pas tout dire, mais j'en cite juste une qui est assez intéressante, c'est à Loubédat. On a 5 prisonniers décidèrent de se mettre en grève, estimant ne pas toucher assez de pain. Le maire prit alors des mesures violentes et fit mettre 4 prisonniers en prison, alors que 2 s'évadèrent. Ces 2 derniers furent rattrapés par l'autorité militaire et furent mis en prison avec leurs camarades. Donc l'intégralité de l'équipe de Loubédat est mise en prison. Une enquête militaire démontrera que les prisonniers et les gardiens étaient mal nourris et insultés par la population. Donc même les territoriaux sont insultés par la population et mal nourris. Et donc l'équipe de prisonniers est complètement enlevée, elle est remise au dépôt d'Agen. Et le maire aura interdiction de vouloir reprendre une équipe. Cependant, ce dernier va s'acharner et s'obstiner à vouloir recevoir les équipes de prisonniers. Donc je termine très succinctement, je conclus avec le regard des prisonniers gersois, enfin le regard des gersois sur les prisonniers. Donc j'ai le témoignage ici de Joseph Seren, qui est un soldat au 209e mérite d'Agen, qui parle de l'arrivée des prisonniers à Agen. Entre-temps, arrivent les premiers prisonniers de guerre. Leur arrivée est annoncée longtemps à l'avance et finalement, ils débarquent incognito en pleine nuit. Malgré cela, la nouvelle est vite répandue en ville et une foule compacte se presse sur le parcours du cortège. Ils marchent entre une double haie de soldats, toute la police et la gendarmerie retiennent la foule et l'empêchent de crier toute sa haine, son mépris. Les prisonniers ont une mine plutôt honteuse, sans casque, la plus grande partie tête nue, drapés dans leurs longues capotes grises qui ressemblent à des suaires. Ils semblent un vil troupeau conduit à l'abattoir. Le lendemain et jour suivant, une foule de curieux ne cesse de circuler, de stationner même, malgré la consigne rigoureuse devant l'usine Lannes, où ils vont cantonner. Chacun semble vouloir se rassasier de leur approche. Les femmes surtout se font remarquer par leur curiosité et leurs cris, la plupart, leur cruel ressentiment, leur bris. Ensuite, j'ai 2 témoignages de soldats du 288e. Alors, le premier est brancardier, et il raconte un de ses amis, « Tu serais bien aimable de me dire s'il y a des boches qui travaillent à la ligne de chemin de fer Beaumont-Gimont, et si tu as vu les spécimens de cette race. » Une petite fille d'un de mes amis, qui n'a que 4 ans, et qui vient d'en voir, s'étonnait qu'ils fussent des hommes. Donc vous voyez déjà que la propagande fait bien son travail. Ensuite, un caporal du 288e raconte « J'ai eu l'occasion de voir un moment où j'étais accompagné de ma petite Jeanne, 400 boches faits prisonniers aux éparges, qui allaient prendre le train pour le centre de la France, et ils étaient malpropres comme nous, et escortés par mes camarades. » Donc vous voyez déjà, on a un peu un sentiment d'empathie, on se dit, ils vivent comme nous, dans la boue, la misère, donc voilà. Il n'y a pas que de la haine. La haine, c'est plus chez les civils, on a un sentiment d'empathie dans les 2 camps. Alors voilà, vous allez voir maintenant les civils, donc à l'arrière. Le maire de Castelnaudozan qualifie les prisonniers de main-d'œuvre instable et inexpérimentée. Sa vision s'oppose à celle du maire d'Hydrac-Respayès. Ces hommes sont très vaillants et vont rendre de très grands services pour les travaux agricoles. Encore celui de Coppen qui raconte « Ces hommes sont des travailleurs qui rendent le plus grand service à l'agriculture. » Cependant, on n'est pas du même avis. Comme Alias, le maire cite « Ils font très peu de choses quand ils ne refusent pas de travailler. » Enfin, le préfet va se heurter à des refus des communes. Comme à Saint-Médard, un télégramme stipule « Population refuse les prisonniers guerre pour travailler récolte ». Alors là, vous voyez, c'est un télégramme, donc vous avez la phrase qui est scindée. On n'a pas les déterminants, etc. Tout comme à Tillac, où ce genre de main-d'œuvre ne plaît pas du tout pour le moment à nos administrés. Donc vous voyez, on ne veut vraiment pas que notre sol soit souillé par des Allemands, des ennemis, des porcs, on les appelle à l'époque. Donc je conclue en disant que bien que les prisonniers soient internés dans différents lieux et affectés à des tâches différentes, les rapatriements vont commencer dès juillet 1918
avec un convoi de 200 officiers qui est dirigé vers la Suisse pour ensuite rejoindre l'Allemagne. Les procédures de rapatriement vont alors s'intensifier à partir de l'été 1918, et tel et si bien qu'en mars 1919, l'intégralité des prisonniers de guerre a quitté le Gers. Cependant, ils devaient encore attendre un peu afin de revoir leur pays, car ils furent amenés dans les zones en Belgique et en France, donc dans les zones ravagées par la guerre, pour participer à l'effort de reconstruction. Certains ne revirent l'Allemagne qu'en décembre 1919. Enfin, dans le Gers, les travailleurs allemands furent remplacés par des soldats français mobilisés. Quand on sait que, alors vous allez voir la différence entre les vaincus et les vainqueurs, certains Allemands rentrent chez eux fin 1919, alors qu'en France, vraiment les tout prisonniers rentrent à mi-février, voire fin février 1919. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu 30 minutes.